Bonsoir, nous sommes à l'heure, il est 19h à Papeete. Tous les jours, vous le savez, l'information en Polynésie se décline sur votre chaîne préférée, la première. Nous sommes le samedi 22 août, voici les titres de votre journal. Le bitume, la rue, des abris de fortune et la Covid peut-être dans un recoin. Les SDF de Papeete toujours face à leur infortune. Malgré le niveau 2, rien n'a changé pour eux. À leur côté, les mêmes militants d'habitude. Nous avons suivi cette nuit une maraude. Le cap des 200 personnes touchées par la Covid et la mise en place du niveau 2 dans la gestion sanitaire de la pandémie. En cas d'augmentation, notre levier possible, la phase 3. Nous décryptons ce langage administratif dans cette édition. La poussée de la pandémie a douché l'espérance de certains professionnels du tourisme. Le salon du même nom a été supprimé. Cela veut dire des perspectives moins favorables pour les réservations dans les îles éloignées. Le salon, c'était une garantie de remplissage. Des images d'une ville soufflée par une explosion. Ces images de Beyrouth ont fait le tour du monde. Elles parlent d'une grande douleur, d'une compassion qui a touché au-delà du peuple du Liban. Après les blessures, l'heure est à la reconstruction. Pour parler de cette ville blessée mais debout, un invité. Il s'agit de Joseph Maroun. Il est consul général honoraire du Liban, président d'une association également ici à Papeete. Il nous revient de la capitale Beyrouth. Demain, François ne sera qu'un souvenir, le canal ferme. Nous reviendrons sur l'histoire de cette chaîne. Elle fut un lien entre les citoyens attachés à la diversité culturelle de nos outre-mer. Un site internet dédié la remplace. Nous reviendrons sur l'histoire de cette lucarne consacrée aux insularités. Direction Papeete pour commencer ce journal. Rien pour eux ne semble avoir changé, ce malgré le stade 2 de l'épidémie. Les sans-domicile bravent toujours la rue tous les jours. Pas de mesures spéciales, ni une solidarité un brin particulière, si ce n'est toujours le même engagement de militants associatifs, toujours actifs. Nous avons suivi cette nuit une maraude pour mesurer les interrogations de ces citoyens de la rue. Lucille Guichet avec Sandro Ly. C'est un soir comme les autres pour l'équipe de rue. Des heures de maraude dans la nuit de Papeete à la rencontre des sans-domicile. Même en temps de pluie, on est sur le terrain. Un soutien social et psychologique toujours très attendu, surtout en période d'épidémie. Café. Angéline est à la rue depuis 18 ans. Son conjoint bénéficie d'un CAES, juste de quoi assurer le minimum vital, mais insuffisant pour se payer un toit. Et avec l'épidémie, la Manche ne rapporte pas assez. Alors, chaque soir, ils montent leur campement de fortune et le démontent à l'aube. On se sent carrément oubliés par la politique, par les gens qui se sont occupés de nous en confinement. On pensait qu'ils allaient revenir nous chercher. Avec les cas qui montent de plus en plus, on pensait qu'ils reviendront nous chercher pour nous protéger. Et là, je vois qu'on s'en fout de nous, quoi. Et au contraire, on est en train de nous chasser de la rue. Je ne sais pas qui a donné l'ordre, mais on nous chasse de la rue, là. On ne peut plus rester dans les rues. Les associations distribuent des masques 2 à 3 fois par semaine. Mais partout, c'est la débrouille face à l'épidémie. Comme pour celle que nous appellerons Tiare. Elle souhaite préserver son anonymat, car la journée, elle travaille dans la restauration. On a monté des dossiers pour les OPH et on a eu plein de rejets. Par rapport à ça, on n'a pas de CDI. Voilà. Et après, le corona, c'est pas aussi facile. Pourquoi ? Parce que le CDI, t'es loin de l'avoir. C'est difficile aussi pour les entreprises, c'est ça ? Voilà, très difficile. Des travailleurs précaires que l'équipe de rue accompagne dans leur démarche. Chaque soir, ils rendent ainsi visite à une vingtaine de sans-domicile. Ils se sentent beaucoup oubliés. Donc, de pas déjà quand on vient les rendre visite, on ne fait pas attention à nous, s'il n'y avait pas vous, on se sentirait seuls, livrés à nous-mêmes. Vous êtes un petit peu le dernier lien social ? On dira ça comme ça. La Polynésie vient de passer au stade 2 de l'épidémie, une situation sanitaire qui ne change rien au quotidien des 300 SDF de Papeete. Pourtant, en mars dernier, la moitié d'entre eux avaient été confinés dans des salles de sport. 236 cas de Covid recensés par les autorités, vous le savez depuis hier soir. Dans l'échelle des protocoles d'action, c'est la phase 2. En fait, nous y sommes depuis le milieu de la semaine. Bien sûr, reste une question. On aimerait éviter de se la poser. Y aura-t-il un niveau 3 ? Si c'est le cas, en quoi notre quotidien serait-il modifié ? Des éléments de réponse apportés par Brigitte Olivier et Aurélien Djeffog.
3 niveaux d'épidémie ont été définis par la Haute Autorité de Santé en France et en Polynésie, nous les appliquons. La phase 1, décrétée en mars dernier, consiste à informer la population et à lui recommander certains gestes barrières. La phase 2, dans laquelle nous sommes depuis le milieu de la semaine, impose ces gestes barrières. Et la phase 3 peut décréter pour l'ensemble de la population des contraintes de déplacement, des réductions d'activité et des reconfinements partiels ou complets. Ce niveau est de la compétence de l'État et non du pays. Ce n'est pas forcément le nombre de cas de Covid qui déclenchera la phase 3, mais plutôt la courbe d'ascension des nouveaux cas. Si elle n'est pas maîtrisée, Dominique Sorin pourrait protéger la population d'elle-même en prenant des mesures radicales. Mais rien n'est figé, car l'élément le plus grave de cette épidémie est incontrôlable. Il s'agit du nombre de porteurs sains qui circulent avec le virus sans le savoir. Il représente de 20 à 25% des personnes contaminées. Alors pour limiter la propagation, il est impératif que les habitants de la Polynésie comprennent que la vie d'avant n'est plus possible. Il faut que tous, nous restreignions nos déplacements sans attendre un reconfinement et que nous acceptions la distanciation sociale avec le port du masque à l'extérieur du foyer, principalement dans les lieux clos et fréquentés. Alors la responsabilisation individuelle est donc la seule arme efficace contre le virus, mais la situation n'est pas dramatique. Il n'y a eu encore aucun mort de la Covid en Polynésie et pas de cas gravissimes, sauf à compter les 4 cas qui sont passés en réanimation, mais dont le pronostic vital n'a pas été engagé. Et à noter que le pays a une capacité maximale, seulement 200 tests par jour. Et justement, la piqûre de rappel de tous les soirs, les fameux gestes protecteurs, gestes barrières, se laver régulièrement les mains, tousser et éternuer dans un mouchoir à usage unique et surtout respecter la distanciation physique et porter le masque dans les boutiques, c'est une obligation, vous le savez. Et si vous avez des doutes sur votre état de santé, 2 numéros de téléphone, 40 45 50 00 ou bien le 15, vous les voyez ici à l'écran. Tout est affaire de patience, c'est ici l'art de la pédagogie. Dans les écoles de Bora, notamment les maternelles, la gestion sanitaire est faite de rigueur. La mairie a offert spécialement un savon écologique pour se laver les mains. Tout le monde agit de concert. La mission, la grande mission, faire taire la sournoise Covid-19. Nous écoutons une directrice d'école, elle est au micro de notre correspondante sur place. Il y a la partie la plus importante, le lavage des mains, qui se fait une fois à l'accueil des enseignants et bien sûr se répète à chaque fois que on va dire pendant 15 minutes, toutes les demi-heures, les enseignants sortent de la classe pour ce moment de lavage des mains qui est très important. Économie désormais, pas KO, mais sonnez tout de même. La suppression du salon du tourisme pour les prestataires n'est pas une bonne nouvelle, vous vous en doutez. Dans certains archipels, c'est parfois 50% des commandes qui passent par cet événement. Bien sûr, il y aura un salon virtuel dès le 7 septembre. Toutefois, les comptes risquent d'être fort légers. Compte rendu et reportage Thierry Stanfleur avec Hubert Liao. Sébastien est un guide touristique habitué du salon du tourisme. Ce matin, il prenait avec un petit groupe de visiteurs le chemin de la traversière au cœur de Tahiti. Ces dernières années, 50% de son chiffre d'affaires ont été réalisés au salon. Le futur de son entreprise est donc en question. J'avais comme projet d'embaucher un salarié là, et cette annulation remet les choses un petit peu en cause. Parce que c'est un moyen de rentrer de la trésorerie et d'avoir une visibilité sur nos activités sur les 6 mois ou 1 an à venir. Donc pour cette fin d'année, ça risque d'être très compliqué, oui. Avec 15 bateaux, Bruce est un acteur de poids dans le monde du charter. Pour lui, le salon représente au moins 15% d'une clientèle heureusement assez diversifiée. Mais avec des annulations en série et des mois d'arrêt d'activité, les pépins s'accumulent. Le fait d'arrêter le salon du tourisme qui est vraiment un rendez-vous avec les nouveaux résidents, avec les locaux qui viennent prendre des renseignements, qui achètent d'avance des séjours et des activités à prix sympa, à prix salon, on sait que là ça va être catastrophique. Et pour la trésorerie des entreprises qui sont concernées, ça va être très très difficile. Grâce à un taux de remplissage élevé dans son établissement, cette hôtelière de Raiatea aurait fait l'impasse sur ce salon de septembre. En revanche, l'idée d'un report en fin d'année à l'orée d'une saison moins prometteuse lui aurait convenu. J'aurais un intérêt, si le salon était décalé au mois de novembre, d'y aller au mois de novembre. Parce qu'après, on n'a plus aucune visibilité à partir de novembre. Mais la solution retenue et confirmée sur notre antenne hier soir par Tahiti Tourisme est plutôt celle d'un salon à distance. Même s'ils estiment pouvoir personnellement tirer leur épingle du jeu dans ce cadre, nos 2 prestataires restent sceptiques sur la notion de salon virtuel. Ça ne remplacera pas, à mon avis, un salon
un salon réel où on peut accrocher des gens, leur expliquer ce que l'on propose, etc., se faire découvrir. On nous parle d'un salon virtuel, mais les gens dans les îles ne sont pas équipés, ils n'ont pas de bande passante, comment ils vont faire? Il y a des gens qui ne sont pas formés. Des gens, ils viennent au salon vraiment pour une rencontre physique avec la population de Tahiti, la population des nouveaux qui arrivent. Et là, je ne sais pas comment on va faire. Bref, 3 jours après cette annulation, il subsiste plus d'interrogations que de réponses pour un ensemble de professionnels déjà très éprouvés ces derniers mois. Cap sur la solidarité désormais à l'international et des images qui ont fait l'actualité de cette année 2020. Beyrouth meurtrie, Beyrouth à reconstruire. L'explosion sur le port est une autre tragédie pour ce Moyen-Orient où la part du drame semble incessante. Nous en parlons ce soir avec notre invité, Joseph Maroun, consul général honoraire du Liban ici et également président de l'AMI, des Amis du Liban. Bonsoir Monsieur Maroun, merci d'être là. Vous revenez de votre pays, de Beyrouth. Quelle est la situation là-bas ? La situation, comme les images l'ont bien montré un peu partout dans le monde, dans la presse et sur les écrans de télévision, c'est une image de catastrophe et de désarroi. On compare l'explosion qu'a eue Beyrouth, la double explosion, à la 3e explosion dans le monde. Et sa puissance qui était mesurée sur le 7 de Richter à plus de 4,5 degrés. Et heureusement, fort heureusement, que l'explosion était proche de la mer et 60% de la puissance est partie dans l'eau et dans la mer Méditerranée. Les chiffres sont importants, 181 morts, 7000 blessés et surtout 300 000 personnes sans logement. C'est une situation vraiment terrible que vous avez vécue sur place ? Les chiffres sont plus terribles que ça, parce qu'on n'annonce pas le nombre de morts quand on voit le désarroi, quand on passe dans une rue qui était ultra commerçante et active, rayonnante, une rue qui ne dort jamais comme la rue de Maram Khayel. Là, on voit vraiment le désarroi des gens. Je les ai vus de mes propres yeux quand on voit les regards égards et plus le côté économique, il y a le côté santé qui est tourné pendant cette période où la Covid était présente et qui a redémarré encore avec une vitesse grand V. Vous parlez au début du journal la recrudescence de Covid ici, et c'est ce qu'a entraîné cette explosion, effectivement la mort, mais l'incertitude pour beaucoup de gens qui sont sans domicile, plus la destruction des lieux de soins comme les hôpitaux et les cliniques. Avec des amis ici, vous avez créé donc une association, les Amis du Liban. Vous voulez agir rapidement pour venir en aide à ce pays qui est le vôtre et à tous ces gens, parce que la fraternité semble être un guide important pour les actions que vous menez avec vos amis, l'association. Bien sûr, notre association mène des actions en Polynésie depuis 30 ans. On a aidé déjà plus de 100 000 enfants ici, surtout dans le domaine culturel et scolaire, éducation. Mais devant cette catastrophe, nous sommes obligés d'agir. Ce matin, j'ai vu des images qui venaient de Beyrouth, des moines de l'ordre maronite qui venaient pour nettoyer, aider. En général, ces moines sont dans leurs cellules, réservées à la méditation, à la prière, pour voir devant cette gravité. Là, vous voulez aider le pays, avoir des moyens ambulanciers notamment. Les moyens, d'habitude, nos actions sont tournées vers la culture et l'éducation, mais cette fois-ci, on a ajouté la santé. Devant l'ampleur de cette catastrophe qui a détruit, comme je le disais, beaucoup de cliniques et des hôpitaux, il y a plus de 200 véhicules de soins qui ont été également écrasés par les bâtiments qui sont tombés, les balcons qui sont tombés. Et effectivement, notre regard s'est tourné vers quelque chose de concret. Et c'est ce que j'ai constaté, ce besoin au Liban. À l'écran, il y a la direction de votre mail et le numéro de téléphone. Rapidement, en 10 secondes, est-ce que vous continuerez vos actions ici, en Polynésie ? C'est votre marque de fabrique aussi. Toutes nos actions en Polynésie, pour la rentrée scolaire, comme pour les fêtes de Noël, comme pour la Journée mondiale des droits des enfants, sont maintenues. Cette action, elle est à part. Justement, c'est notre regard, parce qu'il faut que la Polynésie soit présente également dans ce concert qui est du monde. Et je remercie, entre autres, l'action qu'a menée Rotary Club pendant mon absence. C'est une bonne action, comme le Père Christophe. Je les salue et je les remercie. Merci beaucoup, Monsieur Maroun. Donc, on retrouvera toutes vos coordonnées également sur notre site internet pour aider le peuple libanais à passer cette épreuve fort difficile. Merci beaucoup et bonne soirée. Ce fut 3 ans d'incertitude, un jour oui peut-être, mais trop souvent non. En fait, avec le confinement et l'utilité de François, l'espoir était revenu, espoir vain désormais. Le canal cessera d'exister demain, un portail internet est né et l'exposition de l'outre-mer sur les chaînes nationales devrait gagner en importance. Retour sur l'histoire de François et ses soubresauts. Reportage Henri Elie et Jérémy Bellela.
France Ô sera maintenu, je vous rassure. Il n'y aura pas de suppression de France Ô. France Ô a un programme et a une justification pleine et entière. 8 avril 2017, à son QG de campagne devant un parterre d'associations ultramarines et d'élus des 3 océans, à 15 jours du premier tour de l'élection présidentielle, le candidat Emmanuel Macron se prononce donc clairement pour le maintien de France Ô. 28 juin 2018, soit 14 mois plus tard, dans la grande salle des fêtes de l'Élysée, devant une fois encore nombre d'élus et de représentants de l'outre-mer, ce n'est plus le même discours. Entre-temps, Emmanuel Macron est devenu le 8e président de la 5e République. Si certains disent « moi je veux que France Ô, je veux moins d'antennes locales, etc. », il faudra l'entendre et on changera. Mais le doublon est ridicule aujourd'hui. Et donc il faut faire un choix entre est-ce qu'on veut des antennes locales avec plus de décrochage national dans les grandes chaînes et pas dans une périphérie. Dans ce cas, il faut dire il faut qu'il y ait plus de décrochage ultramarin sur France 3, sur France 2. C'est ça le vrai débat. Le 19 juillet 2018, Delphine Ernotte, PDG de France Télévisions, avait confirmé cette décision devant le personnel. Les salariés se mobilisent alors pour défendre France Ô, leur chaîne, en tâchant d'entraîner dans leur sillage sénateurs et députés de l'Hexagone et de l'Outre-mer, par exemple lors d'auditions à l'Assemblée nationale et au Sénat. Des manifestations se succèdent en soutien aux salariés de la chaîne, notamment devant le ministère de la Culture. 4 août 2020, tout juste nommée le 6 juillet, la nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, confirme dans un communiqué adressé à l'AFP l'arrêt définitif de la chaîne publique France Ô le 23 août. Enfin, le 27 juillet dernier, un appel a été lancé dans la presse par des personnalités dont Éric Orsena, Lilian Thuram, Marius Trésor, Audrey Pulvar ou encore Pascal Légitimus. Une belle action maintenant. Il y a des ouvriers et des bénévoles, tous unis pour réhabiliter un lieu de culte. Il s'agit de l'église de Tipouta dans l'île de Rangiroa. Elle est le symbole du village. On se rappelle que la cloche était tombée il y a quelque temps, sans blesser personne, heureusement. Tout est fait donc dans la tradition et le travail à façon. Le rouge sera une couleur dominante. La foi fait avancer tous ces hommes. On écoute un bénévole au micro de Bélène Ferraud, notre correspondante sur place. On a fait 2 ans de recherche de fonds et on a fait des demandes dedans. C'est pour ça qu'on a pu commencer les travaux là. Donc je lance aux autorités du territoire s'ils peuvent nous aider un peu. D'accord. Il y a un sacré financement celle-là. C'est un brin de voix pour une jeune fille dont le parcours est bluffant excellent. Elle s'appelle Noémie, vous la voyez à l'écran, elle habite à Punaouia. Elle joue merveilleusement du ukulélé et elle a une incroyable beauté dans son chant. Ce talent lui vaut une participation à la 7e saison du programme The Voice Kid. Nous l'écoutons quelques instants. Fénois sera derrière cette jeune artiste avec beaucoup de talent. Nous vous rappelons l'information principale de la soirée. Ce soir, le dernier recensement nous parle donc de 236 cas de Covid-19 sur le territoire. Au niveau de la vie des SDF de Papeete, aucun changement pour l'instant. Aucune procédure n'est prévue malgré le passage au niveau 2 de la pandémie. Si vous voulez tout savoir sur l'actualité, le net évidemment, Polynésie la première, demain matin 6h la radio avec David Chang. Rendez-vous demain soir 19h pour le journal en français. Belle soirée avec nous sur la première. À demain soir, merci. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet